Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bravo les experts du gouvernement, toujours sérieux mais jamais compétents. Ça cause, ça fait des grands plans, mais au final il n'y a plus d'argent. Et oui, malheureusement, au final, il n'y a plus d'argent, André Berkoff, et le budget 2026 n'est pas prêt d'être voté. Mardi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été approuvé de justesse par les députés. Mercredi, l'Assemblée nationale a plébiscité une hausse des moyens de la défense avec un vote symbolique. Mais l'adoption d'un budget global avant la fin de l'année, André, pourrait rapidement pousser l'exécutif à revoir sa stratégie. Oui, alors écoutez, nous sommes le 12 décembre, date de mon anniversaire. Je tiens à vous le dire, merci de vos remerciements. Non, sérieusement, c'est intéressant. Nous sommes le 12 décembre. Alors, le budget de la sécurité sociale a été voté, effectivement, à très peu. Alors, ça a provoqué des hurlements des uns, des glapissements des autres. Mais c'est vrai que, vous savez que le budget, normalement, devrait être bouclé avant la fin de l'année, avant Noël même, etc. Eh bien, apparemment, ce n'est pas ça du tout. Pour le budget de la sécurité sociale, ça a été très serré. 13 voix d'écart entre les deux camps. 247 voix contre 234. Et il a pu être adopté grâce à vote des socialistes et l'abstention des Verts. Et je ne dirais pas que c'est parce qu'un certain nombre de députés veulent garder leur siège. Et sinon, c'était la dissolution. Non, soyons sérieux. Jamais les députés ne pensent à ça. Il faut être vraiment un esprit grincheux. Alors, ce budget, eh bien, on va en parler quand même. Christian Saint-Etienne, vous êtes essayiste, vous êtes économiste, universitaire. Vous avez écrit votre plus récent, c'est Trump et nous, Odile Jacob. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Trump et nous, effectivement. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, franchement, à boucler un budget? Est-ce que c'est l'absence totale de majorité à l'Assemblée nationale? Ça va repasser vers le Sénat, ça va revenir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense qu'il y a 3 facteurs qui expliquent la situation politique et la situation à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a un facteur global qui va au-delà des discussions actuelles. C'est que toute la classe politique fonctionne comme si on était en économie fermée. Donc, ce qui se passe dans le reste du monde n'intéresse personne. Ils sont franco-français, le reste, ça n'existe voilà, pas. donc, par exemple, quand on augmente massivement la fiscalité, on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir. Actuellement, il y a un flux effectivement de chefs d'entreprise ou de gens ayant du patrimoine vers l'Italie, parce que l'Italie a mis en place une fiscalité favorable aux personnes ayant des revenus élevés. En France, on ignore totalement cette dimension de l'international. Le deuxième élément sous-jacent, je pense, profond, qui explique la situation à laquelle nous sommes, c'est que, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les élites médiatiques, politiques, ainsi de suite, il y a 2 visions du monde. Il y a ceux qui pensent que c'est la dépense publique qui crée la richesse. Ouais. Et notamment au Parti socialiste. Donc, chaque fois que le Parti socialiste, les Verts ou LFI obtiennent une hausse de la dépense, c'est une victoire, parce qu'ils pensent qu'ils créent de la richesse et que que le déficit qui va financer cette hausse de la dépense, le déficit étant lui-même couvert par l'emprunt, ils pensent que c'est le vrai moteur de création de richesse. C'est-à-dire comment peuvent-ils penser ça? Moi, je ne suis pas une question de gauche ou de droite. Donc, plus de dépenses crée de la richesse. Oui, mais vous avez une part du monde universitaire qui pense ça et qui le soutient. Parce qu'il y a une confusion, en fait, à l'origine de ça, il y a une confusion sur la nature du keynésianisme qui a beaucoup influé sur la pensée économique des élites françaises à partir des années 1950. Keynes lui-même aurait été horrifié de la discussion qu'on a à l'Assemblée nationale. Ouais. Keynes a été résumé en termes d'un multiplicateur de la dépense pour créer des richesses.
Mais Keynes avait clairement dit que, c'était transitoire uniquement quand la demande était inférieure à l'offre. Or, la France n'a pas un problème de demande, elle a un problème d'offre. Quand vous avez un déficit extérieur, c'est que la demande est supérieure à l'offre interne. Donc s'il y a quelque chose à faire en France, c'est une politique massive de réindustrialisation, de redéveloppement de l'économie, ce que nous ne faisons pas depuis 20 ans. Et ce qui est important, d'ailleurs, j'évoquais la gauche, mais une grande partie de la droite a la même vision et conception, c'est-à-dire ce mauvais keynésianisme, parce que non seulement Keynes disait que ça avait du sens de relancer la dépense quand la demande était inférieure à l'offre, mais il disait très clairement... Alors les gens ne vont jamais jusqu'au bout de la théorie générale. Ouais. Les 2 derniers chapitres, il explique clairement que la création de richesse est faite par les entrepreneurs. Oui. Et nous, les entrepreneurs, on les aime bien quand ils se cassent la figure et qu'ils vont au tribunal des faillites, mais si jamais ils réussissent trop bien et qu'ils deviennent riches, ça pose d'énormes problèmes. Ce sont des salauds qu'il faut absolument taxer encore plus. Voilà. C'est ça. Non mais là, vous avez vu, depuis plus de 3 ans et avec une accentuation dans les 2 derniers mois, la chasse à l'homme contre Bernard Arnault, qui est considéré comme un héros aux États-Unis. Il est accueilli comme un chef d'État. Et en France, il est obligé de se déplacer avec une dizaine de gardes du corps parce qu'il est présenté comme un salaud, enfin en folie totale. Parce qu'on le présente comme riche, mais en fait, il a créé 40 000 emplois. Non, il est riche, c'est pas un problème. Voilà. Mais, bon. Moi, je le connais pas, je précise pour les auditeurs. Oui, vous n'êtes pas tributaire. Je ne suis pas, je ne l'ai jamais rencontré en plus. Mais enfin ça c'est public, hein, il a créé 40 000 emplois et il paye 6 milliards de fiscalité. C'est le premier contribuable en France. Ouais. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On a un déficit de 150 milliards. Hein. On aurait 30 Bernard Arnault, on serait en excédent. Mais personne ne pense comme ça. Il y en a un, il faut l'éradiquer. C'est ça. Alors qu'on aurait besoin, ça serait merveilleux pour la France, si on avait l'équivalent d'un Bernard Arnault dans les biotech, un Bernard Arnault dans les technologies de la défense, un Bernard Arnault dans les technologies médicales. Un vrai entrepreneur. La France, voilà, serait au top mondial. Mais là, nous sommes victimes du double déficit, le déficit intérieur et le déficit extérieur. Et à votre avis, c'est pour ça, alors à part le fait qu'on sait, on l'a dit 100 000 fois un peu partout, y compris chez nous, qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a les 3 groupes, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'accorder quand même? Comme vous dites très bien, la pluie, elle n'est pas de gauche ou de droite, les roches, la réalité, elle n'est pas de gauche ou de droite, la réalité, elle est le réel. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas? Enfin, c'est-à-dire, on connaît la situation de la France, vous la connaissez mieux que moi, alors, bon, les dettes, le déficit, etc., etc., et on augmente les impôts, l'État fait quoi? Et on en arrive à cette espèce d'impasse où on va dire, d'ailleurs, je vous le dis, c'est très intéressant, je vous lis ça parce que c'est lunaire. Le porte-parole de l'exécutif Maud Bréjon a annoncé mercredi, donc avant-hier, que les discussions sur le budget de l'État se poursuivront en janvier si le Sénat et l'Assemblée nationale, qui doivent se réunir en commission mixte paritaire le 19 décembre, donc dans quelques jours, dans une semaine, ne parvenaient pas à un accord. Alors voilà, c'est-à-dire, écoutez, ça nous amène en janvier, peut-être février et ailleurs. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, Christian Saint-Etienne, et s'il n'y a pas de budget en janvier, février, ça a de l'importance ou ça n'a aucune importance ou c'est catastrophique? C'est pas catastrophique, mais c'est très grave, parce que notamment, la guerre est en Europe. Nous avons pris énormément de retard en termes de relèvement de nos défenses, pas seulement du budget de la défense, mais de l'ensemble des défenses du territoire. Dans le budget... Enfin, après plusieurs années d'attente, on a une hausse programmée de 6,7 milliards d'euros pour le budget de la défense. Oui. Ça serait une catastrophe que ça ne passe pas. Et vous posiez la question de pourquoi on n'arrive pas à avancer. Oui, et j'ai évoqué le fait qu'il y avait cette
mes conceptions selon laquelle nous sommes en économie fermée. La deuxième, c'est la dépense qui créerait la richesse. Mais ce qui expliquera d'ailleurs que on peut taxer massivement ceux qui créent la richesse parce que c'est pas grave, puisque de toute façon, comme on va dépenser plus, on va remplacer la création de richesse qui est faite par les entrepreneurs par une création de richesse qui est faite par la dépense publique. C'est de la folie. Vous dites ça en Allemagne et aux États-Unis, on vous enferme. Mais ici, c'est une idéologie qui domine à l'Assemblée nationale. D'autant plus que on a une particularité en France par rapport à d'autres pays, c'est que l'extrême droite a un programme économique qui est très à gauche et qui partage en partie cette vision d'une dépense publique qui crée la richesse. Alors il y a eu une évolution à l'intérieur du Rassemblement national, notamment sous l'effet de Bardella et d'autres, qui attachent un peu plus d'importance aux entrepreneurs, mais longtemps on a eu cette vision-là. Avec Marine Le Pen, c'était pas du tout le cas de son père, qui avait une vision très libérale. Donc, on a ces divisions massives, et puis surtout le troisième élément qui n'évolue pas, c'est assez inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de culture de compromis. C'est-à-dire que on est dans une situation de match nul. C'est-à-dire que si je gagne, tu perds. Mais on va pas faire un compromis qui permettrait à tout le monde d'être plus haut que la situation zéro. Donc les socialistes sont prêts à bousiller le budget pour obtenir le retour de l'ISF. En face... de l'impôt sur la fortune. Oui, l'impôt sur la fortune. En face, les LR avec Laurent Wauquiez disent s'il y a retour de l'ISF, on casse tout. Mais il n'y a pas de possibilité. On a quand même des progrès, puisqu'il y a une obsession française sur les inégalités. Je rappelle quand même que après redistribution, la France est un des 3 pays au monde, avec la Suède et le Danemark, où les inégalités sont les plus faibles au monde. Néanmoins, il y a un discours récurrent sur les inégalités. Mais il y a... on pourrait, surtout dans une situation aussi catastrophique que la nôtre, rappeler qu'on a, au cours des 18 derniers mois, significativement augmenté la fiscalité. On a notamment mis en place, moi qui également considère que l'augmentation massive de la fiscalité va nous tuer plutôt que de nous sauver, il y a néanmoins une mesure que je trouve très souhaitable, qui est la contribution de solidarité à 20%, qui fait que ceux qui ont des revenus très élevés pouvaient bénéficier de niches fiscales et se retrouver avec un taux de fiscalité trop faible. Et là, on a mis la mesure à 20%. Déjà, ça, c'est un élément auquel je suis favorable et qui assure un élément très important de solidarité sociale et fiscale. S'il y avait quelque chose d'intelligent à faire, d'ailleurs, ça serait pas de rétablir l'ISF, qui ne fera rien d'autre que d'accélérer le flux vers la Suisse et l'Italie. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est dire, pendant 1 an ou 2 ou 3, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'équilibre des finances publiques, peut-être que le 20%, on le met à 21 ou 22. Mais au moins, on taxe des revenus effectivement encaissés. Alors, c'est désagréable pour ceux qui ont ces revenus. Les vrais revenus à 20%, mais pour les très hauts revenus. Oui, c'est au-delà de 250 000 euros de revenus annuels. Donc, ça touche les très très hauts revenus. Sachant que actuellement, les 10% de revenus les plus élevés en France payent déjà 75% d'impôt sur le revenu. Avec les mesures qui ont été votées sous Barnier et qui sont reconduites actuellement par le Cornu, on devrait avoir les 10% de revenus les plus élevés qui vont payer bientôt 78 à 80% de l'impôt sur le revenu. Là aussi, c'est sans équivalent dans le monde. Et vous seriez, Christian Saint-Etienne, on parle, vous savez que 50% des foyers français ne payent aucun impôt sur le revenu. 55%. 55%, oui, carrément. Est-ce que vous sauriez, vous, c'est une petite chose, que même les foyers qui gagnent très peu puisse payer, je ne sais pas, 5, 10, 100 euros, vous seriez sur, ne fût-ce que symboliquement, mais enfin symboliquement sur des millions de gens, ça fait quand même pas mal, une petite somme même, mais qui serait une somme existante. Vous trouvez que ce serait je ne dis pas ça résolverait pas le problème, mais quand même. Alors, même les petits revenus contribuent à travers la CSG.
Oui. Donc, qui est d'un quasi-impôt sur le revenu. Mais Puis il y a la TVA aussi. Et bon, ça c'est un autre impôt chose, direct, ouais. mais si on voulait, d'une certaine façon, responsabiliser tous les électeurs, parce que tout le monde a un vote égal. Bien sûr. Et dans ce cas-là, l'idée que vous évoquez est assez séduisante, avec un niveau qui pourrait être très faible, de 10 euros même par ménage. Bien sûr. Mais effectivement, on pourrait même imaginer que on pourrait lier la carte d'électeur au paiement de cet impôt minimal de 10 euros par an. Moi, ça me paraissait symbolique, mais en fait, c'est important. Mais en attendant, quand même, alors vous expliquez très bien la situation, mais en attendant, on peut parfaitement avoir une impasse qui peut perdurer. Bon, on trouvera une solution, évidemment. Ils vont se trouver une solution. Ils ne vont pas rester sans budget. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous montrez bien une France divisée en deux. Vous l'avez dit. Ceux qui disent, bon, mais l'État, il n'y a pas de problème, ça va aller à l'État, mais l'État va effectivement l'utiliser. Et d'autres qui disent, mais attendez, arrêtez d'imposer les entrepreneurs et autres, quoi. On est divisé, vraiment clivé, quoi. Oui, sachant que les créateurs de richesse, c'est pas seulement les entrepreneurs, c'est les ingénieurs, les techniciens qualifiés. Nous sommes dans une compétition mondiale des compétences. Aujourd'hui, pour développer les biotech ou les technologies de l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies en chimie, en biochimie, on a des gens qui sont payés 60, 80, 100 000, 120 000 euros. Et si ils sont très recherchés dans d'autres pays, on va leur offrir des hausses. Par exemple, si ils répondent à une offre d'emploi d'une entreprise suisse, ils auront immédiatement une augmentation de salaire de 50%. Oui. Donc, au lieu de nous réjouir qu'il y ait encore des gens chez nous qui acceptent d'être très fiscalisés et d'avoir des revenus inférieurs à la Suisse, on charge encore plus la barque, d'une certaine façon, comme si on voulait les pousser à partir, ce qui serait suicidaire. Il y a quelque chose qui est très dérangeant d'ailleurs, mais il y a des travaux qui ont été faits il y a quelques années, mais qui sont, on peut les refaire tous les ans, et malheureusement ça reste toujours vrai. C'est quelque chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Un quart des travailleurs crée la moitié de la richesse. Un quart des travailleurs. Oui, donc, c'est intéressant. On peut dire ce proportion. quart, il faut qui est déjà ultra fiscalisé, on peut le fiscaliser en plus. Oui, mais il y a un moment à partir duquel ils vont se barrer parce que ça n'a plus d'intérêt. Évident. Oui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit la situation, tout le monde voit la situation, mais attention, en fait, on est enfermé dans le narratif et l'idéologie. Exactement. C'est le métaverse, voilà. Et l'incapacité à... Quand vous regardez en Italie, même en Espagne, parce que ça cogne aussi en Espagne, mais et notamment en Allemagne, il y a une capacité de compromis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met autour d'une table, puis on décide de mesures qu'on met en œuvre ensuite. Bien sûr. Mais ici, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à décider d'une politique intégrée et résultant de compromis. Mais en fait, c'est comme un iceberg. C'est ça. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est le haut de l'iceberg. La partie émergée. Voilà. Mais en fait, les 6/7 immergés, c'est des idéologies tellement opposées que vous n'arrivez pas à faire du compromis au-dessus de la mer, au-dessus du niveau de la mer. L'iceberg n'est pas face au Titanic, il est dans le Titanic. Et ça ne nous réjouit pas, il faut le dire. Il contribue à alourdir le Titanic pour qu'il plonge encore plus vite. Merci Christian Saint-Etienne, merci pour vos éclaircissements. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de l'exode des millionnaires français, de Paris dans le top 5 des villes touristiques les plus sales du monde.